Je réfléchis au film que je veux faire et tente de dépasser le stade de l'esquisse. La forme du journal ou de la chronique s'impose peu à peu. Je m'interroge sur la légitimité de ma prise de parole, sur la pertinence de ma démarche. User de la première personne du singulier, le geste n'est-il pas vaniteux ? Je n'ai jamais tenu de journal écrit plus de quelques jours, en partie par manque de persévérance, mais surtout par crainte de sombrer dans une sorte d'onanisme introspectif, de ne pas trouver le recul indispensable pour relayer et analyser les événements qui ponctuent ma petite existence et mon époque. La platitude, le narcissisme, l'orgueil, la mauvaise foi, l'apitoiement me paraissent autant d'écueils possibles au genre. Comment s'en prémunir ? Par ailleurs, cette entreprise, basée sur l'utilisation des images que j'ingurgite, ne dissimulerait-elle pas une machiavélique construction de mon esprit maladif pour justifier ma cinépholie ? Je conçois certes ce projet dans l'idée de sortir de la passivité, de rendre dynamique et féconde ma boulimie de film, mais je suis dans la position d'un toxicomane qui, pour se libérer de sa dépendance, déciderait non pas de rompre avec ses habitudes, mais de les observer et de les commenter. La mise à distance ne serait-elle pas qu'illusoire ? Le projet lui-même impliquant l'entretien constant de mon addiction et possiblement au bout du compte un accroissement de cette addiction. Comment me libérerais-je de ma fatale attraction pour les films érigés comme un rempart esthétique contre la laideur du monde ? Je m'en sors en me persuadant que l'important, pour le moment, est de se poser ces questions et non pas d'y répondre. Cela tombe bien, j'en serais incapable. But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules. Bubble mice, yeah. Salut les kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 12, épisode 9. Cette semaine, magouille, politique, famille, dépression et cinéphilie. Parfois, dans tous ces domaines, il suffirait de quelques mots qui pourraient changer le scénario, comme au cinéma, mise au point sur nous. Plan serré, musique d'ambiance, quelquefois on se trompe de séquence, ni passé simple, ni passé compliqué. On conjugue notre vie à l'imparfait, sous les projecteurs, manque de chaleur, et c'est tant pis pour les acteurs. Et oui, vous êtes bien dans En attendant Godard sur Syllab comme au cinéma, donc évidemment la meilleure émission critique du Grand Ouest. Et donc ce soir, vous l'aurez peut-être deviné, avec ce pré-générique joyeux et festif, nous parlerons de Ne croyez surtout pas que je hurle de Franck Beauvais, sorti par Capricci le mois dernier. Mais avant ça, nous parlerons de Le Traître et Il Traditore, nouveau long métrage du formidable, du gigantesque Marco Bellocchio, qui est l'âge de 79 ans. Nous montre quand même, si vous me passez l'expression, qu'il y en a encore dans le poireau. Et pour parler de ce joyeux programme autour de cette table, donc il y a la fine fleur de la critique du Grand Ouest, il y a le docteur Erwan, bonsoir docteur. Bonsoir. Il y a Carrément Fleuret, bonsoir Thibaut. Salut Thomas, salut à tous. Il y a la maîtresse Carla, bonsoir Carla. Bonsoir à tous. Et à la mise en scène de cette émission, bien évidemment, il y a Gal, bonsoir Gal. Bonsoir. Voilà, moi je tiens d'ores et déjà, avant de commencer, de signaler mon mécontentement, car dans ce studio, mon beau fauteuil a été remplacé par un fauteuil de plébéien comme vous autres. Un fauteuil quelconque. Un fauteuil quelconque. Je crois que c'est moi qui ai le beau fauteuil là. Et voilà, je trouve ça totalement déplorable et dégueulasse. Crois-moi que ça va pas se passer comme ça la semaine prochaine, mon garçon. Fais gaffe, tu vas tomber parce que la bascule est assez très effectivement. Bref, donc avant de passer à la section critique de cette émission, les agendas. Ce soir à Cinémaniacs, donc sur le campus de Rennes 1, au Diapason, ça sera le documentaire Grizzly Man de Werner Herzog, formidable documentaire, du riant aussi, Werner Herzog, on peut le dire. Herzog, de toute façon, c'est formidable, hein. Il faut tout voir, même le truc un peu raté, de toute façon, c'est quand même assez bien. Grizzly Man, c'est vraiment formidable. Demain, au Tambour, donc à Rennes 2, double programme comme d'habitude, soirée Esprit, êtes-vous là ? Avec à 18h Brise-Lame, long métrage français de Hélène Robert et Jérémy Perrin qui viendront présenter le film par ailleurs, et c'est en association avec le festival Comptoir du Doc.
À 20h30, vous aurez le plaisir de voir ou revoir le chef-d'œuvre de Kenji Mizoguchi de 1953, Les Contes de la Lune Vague après la pluie, qui sera suivi d'une rencontre avec Jérôme Baron, directeur artistique du Festival des Trois Continents à Nantes, qui commence cette semaine ou la semaine prochaine, je crois. C'est pas la fin du mois. C'est la fin du c'est mois la fin normalement. du mois. Ouais, je crois que c'est vers le la dernière 20, semaine de c'est novembre ça. À normalement. vérifier, mais... Voilà, donc dans 2 semaines. Hein. Donc, Vous voilà. savez, bientôt sur vos écrans. La temporalité n'est pas une science exacte. Hein, Voilà, donc, exactement. Bref, allez C'est une voir. affaire de représentation. Exactement. Voilà. On tout le à sait fait. bien, nous. On le sait Et- bien, nous autres. Voilà, et rappelons que le cinéma, c'est du temps. Donc voilà, là c'est pareil. C'est bien. Exactement. Sinon, demain, donc sortie nationale, vraiment pas grand-chose à se mettre sous la dent. C'est un peu maigre ces temps-ci, là, j'ai C'est l'impression. un peu, effectivement, un peu flasque, on pourrait le dire. Mais il y a notamment un film qui va nous intéresser, c'est le nouveau long-métrage de Costa Gavras, Adults in the Room, basé sur le livre de Yanis Varoufakis, éphémère, charismatique et célèbre Premier ministre grec pendant ministre de l'économie. Ministre de l'économie, pardon, pendant la crise grecque en 2008, basé sur son propre livre Conversation entre adultes. Donc, moi, je suis assez curieux de voir Costa s'attaquer à un sujet pareil, de voir en tout cas qu'il revient des films réellement politiques et qui a l'air quand même assez vénère. Donc, Sachant que ces derniers films étaient un peu, ouais, un peu en le demi-teinte. Capital, tout ça, Voilà, c'était un pas peu en demi-teinte, terros, mais là, en tout cas, ça m'intrigue assez. Dans un tout autre genre, il y a le nouveau film de notre ami, américano-allemand, Roland Emmerich, qui sort son Midway, qui est son Pearl Harbor à lui. Ça a l'air nul. Hein. Et je vous dis ça, mais en plus, Ça sort, ça oui, moi je mais vous dis en non, plus, je déteste Roland Emmerich. Hein. Donc c'est plus pour Thibaut, c'est plus sa cam, hein, Roland Emmerich, mais. Et on doit aller voir ça. Ah bah si vous voulez, il n'y a pas de problème. C'est un pays libre. Oui, c'est vrai. Donc, ouais, je sais pas trop. Ouais, je sais pas trop. Donc si vous voulez aller voir je crois que je vais manquer de temps. Si vous voulez aller voir. Je crains de manquer de temps. La nouvelle gloumoute donc de notre ami Roland Emmerich. Hésitez à y aller, mais allez-y quand même. Mais ça a l'air ça a l'air nul, hein. Ça a l'air quand même bien nul à chier. Sinon, il y a la ressortie de plusieurs films de Marco Bolognini, donc, mais probablement pas à Rennes, mais formidable cinéaste italien. Et sinon, parce que je sais que vous êtes quand même des romantiques et que vous aimez bien rire, il y a le film de Nicolas Bedos, La Belle Époque, avec Daniel Auteuil et Pierre Arditi et Guillaume Canet. Qui sort demain. Voilà. Ça vous Sinon, en parlant de vrai cinéma, il y a le mois du doc qui commence également demain dans toutes les bonnes bibliothèques de Bretagne, et notamment à Rennes. Il y a des trucs au Champ Libre notamment, et dans les bibliothèques de quartier aussi. Et donc la semaine prochaine, donc je disais, nous parlerons du Costa Gavras, mais nous parlerons aussi du nouveau long métrage de Craig Brewer, du merveilleux Craig Brewer, qui est donc diffusé sur Netflix, My Name is Dolomite, avec Eddie Murphy et Wesley Snipes. Très curieux ça. Ça a l'air hyper bien, surtout que moi c'est personnellement un cinéaste que j'aime énormément, Craig Brewer, parce que Hustle and Flow et Black Snake Moon sont quand même deux petits chefs-d'œuvre. On peut plus ou moins oublier son remake de Footloose, qu'on va dire, ouais, mais qui est pas si honteux que ça, pour un remake de Footloose, quoi. Qui est pas nul, mais qui est pas très intéressant non plus, parce que voilà. de toute façon c'est un remake de Footloose, donc il pouvait pas en faire grand chose non plus. Mais qui est un plaisir, Footloose qui est un des plaisirs coupables, je trouve, qui a vraiment pas bénéficié de la même éclairage que Dirty Dancing. Ouais, voilà. Alors que je trouve que Footloose c'est presque plus sympa que Dirty Dancing, je trouve quelque part. Déjà parce qu'il y a Kevin Bacon, donc voilà, puis il y a Kevin Bacon et Chris Penn, donc on parlera donc de Dolemite. Et sinon, pour finir, agenda régional, donc à Rennes ce dimanche dans les canons des films du dimanche soir, organisé par nous-mêmes et les copains du cinéma est mort, nous aurons le grand, l'honneur, la joie et le plaisir de vous présenter Les Incorruptibles de Brian De Palma, réalisateur qui ne fait que des meilleurs films, donc dans un beau DCP restoyé. Moi j'ai très hâte de voir ça, et on espère, on vous attend nombreux et nombreuses. Je trouve que c'est un des films les plus sous-estimés, moi, de Palma, par le public généralement, qui voit ça comme un film assez classique, un film de commande, quoi. Alors que c'est un film classique gore. Ouais, c'est quand même c'est un film, moi, qui m'a, c'est un peu crassou, c'est un film qui m'a bien remué, moi, quand j'étais plus jeune. Tout ça pour voir La Mèche de Andy Garcia. Ouais, moi j'ai très hâte de revoir ça en salle. En tout cas, on vous espère nombreuses et nombreuses pour venir voir Les Incorruptibles, The Untouchables de Brian Motherfucking De Palma. On va passer à la section critique de cette émission pour nous envoler vers le pays de la Sicile et son milieu bigarré et chanaré et ses personnages pittoresques hauts en couleur, où donc nous allons suivre un personnage et sa chute, donc jusqu'à la chute. Walls at the door, death at the window.
better run for your life. It's a sniper, honey. Side, noise in your head, blood on the ground, thousands and thousands of dead under a children playground. Take a look over your shoulder. You'd rather be in hell. Until we fall, until we die, we better run for our lives. In the sniper, honey. Michel Simès. Je peux vous taire s'il vous plaît. Donc vous êtes toujours dans En attendant Godard sur Hémorroïde. Et c'était Druids of the Ça algérien ou ça voilà, donc Hémodruide. Nous parlions de piment sans aucun rapport avec le groupe que nous venons d'écouter. Donc ils sont Druids of the Guécharet avec la chanson Until We Fall. Merveilleux groupe de Centre-Bretagne de stoner psychédélique qui a été un peu plus bluesy, mais en tout cas c'est merveilleux. Allez voir sur leur Bandcamp, et ils sont en concert assez régulièrement un peu partout en Bretagne, y compris dans les coins sales et obscurs, mais c'est néanmoins toujours formidable de les voir. Et donc Until We Fall, quart de chute, il en est quand même plus ou moins question dans le nouveau long métrage en tant que metteur en scène de Marco Bellocchio, donc le traite Il Traditore, donc qui à l'âge de 79 ans sort largement son 25e long métrage, parce que donc Marco Bellocchio c'est un des grands noms du cinéma italien de l'après-guerre, qui ne fait pas partie du néoréalisme mais qui justement se positionnait plutôt en dehors ou contre le néoréalisme de Roberto Rossellini dès son premier film en 1965, Les poings dans les poches, car Marco Bellocchio met les poings où il veut et c'est souvent dans les poches. Quelle piteuse occasion de sortir cette réplique. Exactement. Donc qui était déjà une critique de la grande bourgeoisie et de la petite bourgeoisie romaine et italienne dans son ensemble, parce que donc Marco Bellocchio c'est quand même un ancien militant marxiste puis maoïste, mais quand même principalement marxiste, et qui pendant toute sa carrière n'a fait que dénoncer les travers de la politique italienne contemporaine, notamment donc, c'est un des premiers à faire des films sur l'enlèvement et l'assassinat de Aldo Moro, sur l'attentat de la Piazza Fontana, vraiment en prise avec les événements des Brigades Rouges dans les années 70 et puis 80. Et il a continué à scruter l'histoire de son pays récente, on va dire depuis la Seconde Guerre mondiale, avec notamment en 2009 un de ses plus grands films, je trouve, qui est Vincere, qui était consacré à la maîtresse et première femme de Benito Mussolini et qui suivait toute la montée du fascisme, qu'on avait traité dans cette émission à l'époque, donc il y a déjà quasiment une petite dizaine d'années. Ouais. Ce qu'il faut savoir en plus, c'est que Vincere permet une exploration en fait, de la figure mussolinienne sous un angle un peu inédit.
qui est assez rare finalement dans le cinéma italien. Donc, ouais. Mais on va revenir de toute façon sur cette manière un peu de traiter, on va dire, les grands sujets ou bien les grands événements importants de l'Italie moderne sous un angle un peu plus intime, parce que je trouve que c'est ce qui n'est pas forcément un truc original dit comme ça, mais la manière dont lui il traite, c'est ce qui fait, je trouve, tout l'intérêt de son cinéma. Et donc là, à l'âge de vénérable de 79 ans, donc comme je le disais, il sort son nouveau film et on peut voir qu'il a quand même gardé toute sa hargne et son acuité politique sur les événements de son pays. Et là, en l'occurrence, ça prend pour cadre le maxi-procès à Palerme qui voyait 475 accusés de la Cosa Nostra sicilienne, donc la mafia mis sur le banc des accusés, qui à l'époque était mené donc par leur grand chef Salvatore Rina di Totorina, après que un de ses membres les plus éminents, Tommaso Buscetta dit Don Tomasi, ait en fait été contraint de balancer ses petits camarades de jeu, et ce qui avait donné sous la houlette du juge Falcone, avant qu'il ne soit assassiné de la manière la plus horrible possible, justement à ce maxi procès assez inédit dans l'histoire de la justice italienne et dans l'histoire de la justice tout court. Et le traite là, c'est comme, on va revenir dessus, mais c'est un film comme qui est très très touffu, qui est très très dense. Le film fait 2h25. Il y a intérêt à un peu connaître quand même l'histoire récente de l'Italie, parce que sinon t'es énormément d'informations. Ouais. Et moi, pour le coup, j'étais content d'avoir vu il y a un mois, on en avait parlé ici avec Carla, d'un documentaire qui était passé sur Arte, justement consacré à Totorina, qui revenait sur tous les événements, sur le personnage et tous les événements du maxi-procès, et sur cette histoire assez complexe. Sur ces hommes d'honneur, entre mille guillemets. Tu peux peut-être commencer, du coup, Carla, je ne sais pas si on peut remettre un peu en contexte sur le film, ou en tout cas les événements, et un peu ce que cette mafia-là, à l'époque, et ce que le maxi-procès de Palerme avait eu comme importance. Alors, oui, c'est un procès qui a été très important à Palerme à l'époque, parce que, il a démantelé tout ce réseau-là qui était vraiment très, pour le coup, implanté à Palerme. Et même après, c'est ce que montre le film aussi, après aux États-Unis, au Brésil. Voilà. Donc, mais en fait, moi, j'ai trouvé que le film était très bien dans le sens qu'il était vraiment réaliste et permettait aussi de sortir du cliché qu'on peut avoir de la mafia, en tout cas pour un film qui se veut être à moitié documentaire et en même temps une fiction. Donc, une mafia qui serait des hommes d'honneur qui de toute façon n'ont jamais existé, parce que c'était une vision romantique. Voilà, et ça marque aussi la fin de cette mafia-là de Cosa Nostra, mais la fin aussi d'un idéal, entre guillemets. Parce qu'il a pris énormément d'autres formes par la suite, avec la 'Ndrangheta, avec d'autres mafias italiennes. Et c'est à ce moment-là que la Cosa Nostra a commencé à décliner en termes d'influence sur le monde de la mafia et sur le monde des affaires, en fait, le film a pour intérêt de montrer en fait un monde qui se divise en deux, et des histoires en fait de lois internes, et à quel idéaux en fait tu te... ou à quelle loi tu te soumets en fait. Oui, voilà, c'est ça. Est-ce que c'est la loi de l'État, ou est-ce que c'est la loi... Le personnage du traite appartient à la mafia originelle, en fait, à Cosa Nostra, vraiment dans l'idée pour le peuple, en fait. Et en fait, on comprend à travers le procès que finalement la mafia s'est divisée et est devenue... à un moment, c'est ce que dit un des juges ou un des avocats, l'intérêt personnel, en fait, a mis à part l'intérêt commun. Oui, c'est devenu, c'est plus la Cosa Nostra, c'est... La Cosa Mia, c'est mon intérêt. Parce que le film commence en 80, un moment justement qui est assez crucial, qui est début 80, qui est le moment, en fait, qui est un moment après la French Connection, où les familles siciliennes récupèrent le trafic d'héroïne, en fait, en Europe et aux États-Unis, et en fait où justement là où ils le disent d'ailleurs dans le film, là où avant on était dans la contrebande de cigarettes, l'alcool, la prostituée, on va dire des crimes classiques, on va dire. Là on est passé là on est passé à des trucs qui rapportent énormément plus d'argent, mais qui font énormément plus de victimes, qui ont beaucoup plus de visibilité aussi en termes de médias, et c'est ça le maxi procès, c'est bien montré d'ailleurs dans le film, qu'en fait c'est vraiment le moment où non seulement Falcone, mais le public en fait commence à comprendre comment ça fonctionne,
Cosa Nostra, parce que c'est ça le truc, c'est que c'est pas une secte, mais c'est quelque chose qui repose sur l'idée du secret. Donc, et là, le secret est exposé, et le secret est exposé, quoi. Là, et du pouvoir, voilà. mais un pouvoir qui a été pris en main par des hommes comme Toto Reina, enfin, surtout, quoi. Mais je pense que oui, c'est essentiel, enfin, en tout cas, si on veut pousser, d'avoir vu le documentaire d'Arte avant, parce que ça permet de comprendre, en fait, qui sont ces hommes et d'où ils viennent. Enfin, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est des mecs qui, enfin, Reina, il savait même pas à peine lire et écrire. C'est des mecs de la campagne. C'est des paysans ignorants qui, en fait, ont essayé de, je pense, de se prendre en main et d'essayer de relever un peu leur intérêt à travers de la contrebande, ouais. Et puis au fur et à mesure, ça s'est dégradé. C'est une espèce d'aristocratie parallèle, en fait, parce que c'est une espèce d'aristocratie paysanne, en fait, mais qui se transforme un peu comme les Yakuza, en fait, au Japon, qui sont au départ une caste particulière qui appartient à la tradition japonaise depuis longtemps, et en fait, les mecs, au bout d'un moment, cette espèce de marginalité choisie, en fait, fait verser la plupart de ces gens-là dans le monde du crime, quoi. En fait, c'est l'idée de racheter son honneur, en fait, par rapport à l'histoire de la Sicile aussi, qui avait été... un moment de l'unification de l'Italie, qui avait été dépossédée de ses terres, et puis ces paysans-là, en fait, qui ont essayé, en fait, de fonder un réseau, je pense, qui au début était peut-être lié à une forme de résistance, qui en fait c'est des lois de pouvoir. En fait, c'est des lois de pouvoir extrêmement fortes et qui donnent vraiment lieu à des monstres, quoi. Reina, le film Le Monde, c'est quelqu'un qui n'avait pas de problème pour ordonner de tuer des enfants ou de sa propre famille ou ah oui, c'est. Alors sachant que voilà, il y a aussi tout ce truc de cette opposition, parce que ce qu'a tué Cosa Nostra, c'est ça aussi, c'est l'opposition entre deux clans. Le clan de Totorina, donc les mecs de Corleone, et puis les autres familles, en fait, qui se sont toutes fait massacrer, parce qu'en fait, c'est le truc qu'on a complètement oublié, c'est que c'est un moment, alors je sais plus, c'est justement entre 80 et 84, et c'est un moment où à Palerme, apparemment, c'était la guerre civile, quoi. Ah oui. C'est-à-dire que l'État italien n'avait plus aucune prise sur ce qui était en train de se passer. Totorina, il y avait les gens qui se faisaient buter dans la rue, les prêtres, les gamins, les familles. Dans les églises. Voilà, c'était complètement hallucinant. Enfin, je dirais, c'était un climat très tendu. Ouais, c'est une espèce de nuit de cristal, plutôt une nuit des longs couteaux, quoi, en fait, quoi. Où les mecs réglaient, c'est vraiment, voilà, la famille règle ses comptes, quoi, et ça se passait très mal. Donc, justement, sur ce caractère un peu touffu qui pourrait pas être abscon si on n'a pas vraiment une bonne connaissance de l'histoire sicilienne, on va dire, des 30 dernières années, et notamment du fonctionnement de la mafia, parce que Bellocchio, lui, il s'embarrasse quand même pas trop de forcément tout contextualisé, parce que c'est vraiment un film qui est très très italien dans toutes ses manières, à la fois dans la forme, dans son propos et dans les choses qu'il montre, quoi. Et par contre, il fait ça de manière, je trouve, très élégante, la manière dont il évacue à la fois le romantisme et le contexte en une seule scène, la scène avec le conteur. Mais pourtant avec énormément de lyrisme. Voilà, exactement, avec beaucoup de lyrisme. Et pour moi, on est proche c'est un parti pris, par contre, mais pour moi, on est assez proche, comme film de mafia, on est assez proche du film de Francesco Rizzi sur Lucky Luciano. Oui. Je trouve qu'on est très dans ce côté assez docu, tu vois, hyper assez documenté, voilà, et puis mais où par contre faut suivre, quoi. Voilà. C'est vrai que la séquence par exemple du décompte, qui est une séquence absolument merveilleuse sur une idée de cinéma qui est toute simple, on va pas trop spoiler, mais on voit un décompte de meurtres et on se rend compte au fur et à mesure que c'est les mecs qui meurent. Et le film, même si le film fait 2h30, même si c'est hyper documenté, même si il propose, donc on suit de manière il y a une science du rythme qui est assez incroyable dans ce métrage-là. On suit donc en fait cette trajectoire qui va amener jusqu'au procès, mais en fait ce décompte-là intègre la possibilité d'un hors-champ qui est assez exceptionnel. Et en fait, qui sont ces autres personnes? C'est tout ce qu'on a envie de savoir. C'est dramatique. Et il permet, en fait, ce film-là permet de se rendre compte et d'imaginer ce qu'était l'horreur en plus. Et ce côté horrifique-là est assez vertigineux, en fait. Cette séquence du décompte qui pourrait apparaître non pas gratuite, mais peut-être un effet de style, et en fait hallucinante de vertige et d'horreur, de possibilités de l'horreur. Et c'est sur une derrière chaque nombre, derrière chaque chiffre, il y a une histoire qui devient tragique. Parce que là, du coup, on a un effet, donc des fois il s'arrête au décompte pour montrer, donc représenter un meurtre. Donc là, on a un effet dramatique, cinématographique. Mais qui sont ces personnes d'autres? Ces personnes sont des noms, qui ont des familles, qui ont des amis, qui ont une histoire, et en fait la valeur du elles nom sont aussi. évacuées peut-être dans le métrage en termes de possibilités dramatiques, mais dans notre esprit, moi ce compteur, ce décompte est resté dans mon esprit tout le long du film. Parce qu'en fait du coup ça donne justement un certain sens moral à ce que fait Bellocchio, et surtout à montrer vraiment
l'horreur de la chose, parce qu'au lieu de balancer un chiffre comme quoi ils auront tué 300 personnes, ce qui est un chiffre un peu abstrait, là justement le fait d'avoir un décompte qui augmente au fur et à mesure et de s'arrêter sur certaines morts, ça donne beaucoup plus d'ampleur et d'importance aux meurtres qui sont montrés. Ça fait comme une toile en fait. Exactement. C'est exactement ce que disait Carla, c'est l'araignée la toile qui se tisse. Bellocchio, donc il est en prise avec l'histoire de son pays, mais aussi avec les mythes et à la manière dont les mafieux de la Cosa Nostra se sont mythifiés eux-mêmes et se voyaient comme des hommes d'honneur, comme des gens nobles. Et à un moment, le personnage de Buscetta, je crois que je sais plus si c'est dans le procès ou une de ses confrontations avec le juge Falcone, il dit que de toute façon maintenant je suis devenu une légende. Parce que de toute façon les mecs se voyaient déjà un peu comme des héros du peuple et maintenant lui-même en ayant balancé ses petits copains, mais pourtant en restant fidèle à sa famille de la Cosa Nostra, parce il répète plusieurs fois pendant le film que ce n'est pas un repenti, que ça reste un membre de la mafia, que ça reste un tueur, que ça reste un chef de guerre, mais il dit maintenant je suis une légende. Les autres c'est devenu des merdes et moi je suis la vraie légende en fait de la Cosa Nostra. Il le dit quand il dit moi je suis un homme d'honneur, eux ce sont que des merdes. Oui, parce qu'il lui signe la fin d'un monde quoi, la fin d'un cycle. En fait, il signe la fin de Cosa Nostra. Et en fait, oui, c'est la légende de Cosa Nostra et il y a des plans qui sont vraiment très beaux sur quand il raconte à Falcone comment est-ce qu'il devait tuer un homme qui se couvrait avec son enfant. Cette fameuse histoire interrompue. Voilà. Et ça, on ne dira pas comment elle se résout. C'est très beau. Et ce flashback, comme ça, on le voit, lui, jeune, chargé de cette mission de tuer cet homme, qui se prolonge comme ça dans le temps. Et là, on voit vraiment le côté originel de Cosa Nostra, qui a été complètement... je veux dire, Cosa Nostra, en fait, c'est devenu presque un label qui a été réutilisé un label de qualité du par les autres. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est quand même que le réalisateur Bellocchio fait pas de son personnage, justement, un personnage de brave type. Moi, c'est ce que un mec sympathique. Il n'est pas sympathique. Il n'est pas très sympathique. Et puis surtout, tu sais jamais ce qui est de la part, ce qui est de la sincérité de sa part, parce qu'il y a ça aussi. Il y a quand même tout cet aspect théâtral. Oui. C'est-à-dire que le procès, les mecs font tout un cinéma pour retarder le procès, pour empêcher le procès. Donc il y a toute une espèce de côté opératique aussi dans l'être mafieux, quoi. Mais moi, je trouve qu'il y a une forme. Il essaye quand même de mettre en place une forme d'empathie à travers ce personnage. Oui, on a de l'empathie pour lui. Ouais. Mais moralement, c'est limite. Heureusement, par contre, moralement, il est très limite parce que il attend très longtemps avant de retourner en Sicile, alors qu'il sait que ça chie grave. Il attend vachement longtemps et il dénonce pas volontairement, il dénonce forcé parce qu'il se fait choper par la police brésilienne qui le donne. Et en fait, c'est sa rencontre avec Falcone qui déclenche le truc, c'est-à-dire que et ça apparemment c'est tout à fait authentique. C'est-à-dire qu'en fait les deux hommes se sont super bien entendus tous les deux. Et en fait, s'il a balancé autant, c'est parce que en fait, il avait de la sympathie, il avait plus que de la sympathie pour Falcone, il avait du respect pour lui. Il avait du respect pour lui. Mais le truc, c'est que comme il te rappelle régulièrement que oui, on pourrait avoir justement une certaine une empathie, comme disait Carla pour lui, mais comme il te rappelle assez constamment que c'est quand même un assassin et que ça reste une ordure, quoi. Et que c'est une ordure. Et quand il dit c'est un menteur, il y a une question à laquelle je répondrai jamais, j'ai jamais fait de trafic de drogue. Déjà le mec commence par un mensonge, quoi. Et il y a une scène qui est terrible, c'est la scène du 3e procès, le procès contre Andreotti, quoi. Où l'avocat est diablement habile et fait la démonstration que ce mec-là a passé son temps à mentir toute sa vie et que quand bien même il aurait été honnête en balançant en déconstruisant Cosa Nostra, ça change rien à ce qu'il est fondamentalement lui-même, quoi. Et la possibilité de l'empathie à Bellocchio fait que le film pourrait basculer d'un point de vue moral, devenir un poil plus ambigu. Et moi je trouve que c'est la grande force du truc, c'est qu'en fait il va nous proposer du coup un personnage qui reste un salopard, mais bon, on se dit voilà, chez Bellocchio de toute façon tous les acteurs jouent comme des brutes, donc avec un acteur hyper charismatique qu'on avait déjà vu dans les films de Soliva notamment. Machin. Et tu dis putain, le mec il nous fait avoir de l'empathie pour un salaud, pour un espèce de salaud, et à la fin tu dis mais non, mais il faut qu'il s'en sorte, mais comment il va s'en sortir? Et du coup il y a une espèce de d'attente qui se fait, et heureusement Bellocchio pose son plan final, du moins sa séquence finale. Et là, son avant-dernière séquence. Je trouve que là, il y a un choix de montage qui est assez intéressant. Son avant-dernière séquence, et avec la dernière séquence, un poil pathétique, au sens premier du terme, qui fait que finalement, en fait, l'ambiguïté est totalement levée. Mais cette possibilité de l'ambiguïté fait que, en fait, le film se balade sur un fil assez mince, un petit peu tortueux, mais qui tient aussi rajoute vraiment du vertige que mais le rythme aussi, mais qui tient aussi à la pure croyance qu'a Bellocchio dans sa mise en scène et puis dans les choses qui montent. Moi je trouve que j'ai quelques
sur la photo et sur la patine numérique moi aussi. où sur certaines fois j'étais un peu déçu, et je pense que le film aurait beaucoup plus de gueule en 35 mm, mais pour les questions de budget, je pense que de toute façon maintenant c'est beaucoup plus compliqué de le faire. Mais sur la créance de sa mise en scène, justement, tout à l'heure on parlait des quelques séquences d'archives en flashback et trucs comme ça. Ça c'est intéressant, le truc fait avec les archives aussi. Et je vais revenir juste après sur les archives, mais sur les flashbacks, c'est qu'en fait ils tombent pas dans un écueil maintenant qui veut justement que les mecs soient rajeunis numériquement ou trucs comme ça. C'est juste le même mec avec une autre coupe de cheveux et bah voilà, il est jeune, c'est bon. Voilà. Et en fait ça fonctionne extrêmement bien, parce que même si quand vous voit l'acteur alors c'est pas du tout cohérent sur le plan il a 50 ans et en fait il a exactement la même gaine, sauf qu'il a une coupe de cheveux encore plus pourrie, une moustache par une moustache par. En fait, ce qui est chouette, c'est que ça convoque ton imaginaire et du coup tu rentres dans cette espèce de légende de Cosa Nostra tout en restant dans cet aspect très réaliste et presque documentaire. Enfin, les scènes de... assez procédurier, on va dire. Oui, les scènes dans le tribunal, pour avoir vu du coup les vraies images, c'est vraiment similaire. Ils ont tourné dans le même bâtiment, je crois. Ils ont tourné en partie dans le même bâtiment. Apparemment, c'était une scierie à éclairer, apparemment. Et du coup, le film est vraiment bien parce qu'il reste sur ces deux niveaux et ça dialogue vraiment très bien. Et le pas ne prend jamais... Enfin, il n'y a pas un aspect qui prend le pas sur l'autre. Sauf comme on en parlait un peu avant l'émission avec Carla sur la question de l'utilisation des images d'archives, justement, qui est très intéressante, mais que je trouve un peu légère. C'est-à-dire qu'il aurait un peu plus creusé le parallèle entre les images d'archives qu'ils utilisent, d'enterrement, d'images télévisées, du meurtre du juge Falconet, et puis mis en rapport avec la réalité. En fait, c'est pas comme faisait Rosie, par exemple, où lui, il mêlait vraiment les deux pour créer ça aurait été... une ambiguïté sur les formes. Ça aurait été très bizarre qu'il fasse ce film sans montrer ces images. Je pense qu'il avait. Mais c'est ça aussi, c'est ça pour un public italien. C'est des images aussi qui sont super connues, qui sont pas tellement connues, je pense, pour un public français. C'est des images qui sont très connues. Le moment où il sort de l'avion avec son espèce de couverture où il a pas les menottes en dessous. Mais c'est surtout l'image de, cette femme, la femme d'un des gardes du corps de Falcon, je crois, qui est complètement effondrée et qui demande qui est terrible, pardon, du coup, il a recours à ces images à titre de citation à quelquefois, et j'aurais préféré voir un trouble en fait entre les images réelles et les images de fiction entre guillemets. Je sais pas, moi ça m'est apparu comme une espèce de piqûre de rappel, quoi, qui nous disent non mais attendez, en fait ce que je vous raconte, ça c'est quand même en partie passé, quoi. Parce que les personnages regardent à la télévision des images réelles, des images d'archives. Et en fait, c'est intéressant, mais ça aurait pu être. Mais il y a des scènes terribles, la scène où les assassins de Falconet sabrent le champagne quand ils voient. Moi, ça m'a fait pleurer. Il y a des images, parce que bon, la scène de la mort de Falconet, parce que Falconet, pour ceux qui, pour les auteurs qui ne savent pas, il a sauté à 100 mètres de haut il a sauté à 100 mètres de haut avec sa voiture, quoi. Ils ont fait exploser l'autoroute. Ils ont fait exploser l'autoroute. Un petit peu comme quand le TA avait tué le numéro 2 de Franco en 1975, où la bagnole était passée par-dessus les immeubles. Par-dessus les immeubles, tellement c'était un peu trop chargé. L'événement qui est représenté dans la balade attristé des trompettes. Et dans Hello Gros. L'attentat de Falconet, en plus, procédure d'autant plus intéressante que, en fait, Bellocchio nous enclenche dans la bagnole, pas sans trop spoiler, mais on est du point de vue de Falconet. La scène, elle est assez dingue. En termes de comment je convoque le spectateur dans la saloperie. Parce qu'en plus, tu sais qu'elle va arriver. Voilà. Tu le sais, on le sait tout. Et cette histoire de point de vue, le film bascule de point de vue juste à ce moment-là, pour après reprendre sur Don Tomasi. Mais juste, il y a une bascule de point de vue juste pour cette séquence-là, qui fait que. Tu tombes avec Falcon. En fait, c'est vertigineux parce que le film prend quand même un peu ses racines dans cet entretien qu'a eu Bruchette avec Falcon, et c'est dommage parce que moi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on sait, le film le dit, qu'ils ont eu des heures d'entretien et on les voit dialoguer, mais j'aurais bien aimé qu'on rentre encore plus en fait dans c'est vrai qu'il y a presque plusieurs films en un, en fait. C'est-à-dire qu'il aurait très bien pu faire une trilogie sur ce mec-là, quoi. Faire un premier film qui serait uniquement sur les entretiens avec Falconet, une deuxième sur le maxi procès et une troisième sur les deux autres procès qui suivent, quoi. J'expliquerai tellement ça, il y a de matière, quoi. Par le fait qu'il y a beaucoup de films qui ont été faits autour de Falcon, beaucoup de séries par la Rai notamment, il y a pas très longtemps, ils ont repris. Il y a Il Divo qui ne parlait pas de Falcon, mais ou dans la séquence d'ouverture d'Il Divo, c'était. D'autant qu'en plus dans les entretiens entre Bruchetta et puis Falconet, c'est là où où Marco Bellocchio met surtout dans la bouche le Falcon les propos les plus politiques et les plus violents de ces personnages. Un moment notamment où Bruchetta décrit comment est-ce que la mafia
est organisé sous la forme pyramidale, la pieuvre, ils sont partout, machin, il dit qu'on est les soldats. On est hyper dangereux, on fait ça parce qu'on maîtrise machin, et où Falcone dit moi j'ai plus peur de l'État que de la mafia. Parce que l'État, en fait, ils sont beaucoup plus dangereux parce qu'ils sont légitimes. Mais parce que l'État, c'est Andreotti, justement, qui est l'espèce de représentant de et ça aussi, pareil, si tu sais pas qui est Andreotti, à quel point ce mec-là trouble et a été l'éminence noire de 50 ans, de 50 ans de politique italienne, En fait, je pense, je sais pas s'il y a eu d'autres films qui ont été faits autour de ces procès. Il me semble que c'est peut-être un des premiers films. Il y a eu des films sur Rina, mais il n'y a pas eu forcément des trucs sur les procès. Parce que Rina, justement, qui était le chef de la Cosa Nostra, c'est un des seuls qui n'était pas au maxi procès parce que de toute façon, il était introuvable. Il était caché. Il était mais à la fin. Oui, mais après, mais bien après le gros procès avec 475 de mecs derrière les barreaux, quoi. Il était capturé des années après parce que le mec était caché, personne savait vraiment sa gueule. C'était un mec qui vivait, un paysan, vraiment, quand les gens l'ont vu, ils se disaient mais c'est quoi c'est pas un monstre, c'est un mec normal. Un mec qui s'habille avec des chemises pourries, des pantalons en velours côtelé. Il a jamais avoué, en tout cas au tribunal, ce qu'il avait fait. Il a toujours dit non, moi je connais pas ces gens, je sais pas de quoi vous parlez. Et en fait, ils l'ont mis dans une prison avec un jeune à un moment donné. Et puis, en fait, il a avoué il s'est vanté, quoi. En se vantant auprès de ce jeune. Moi, tu sais qui je suis, nanana. Et même encore en prison, il dirigeait la Cosa Nostra. Et c'est ça aussi, moi, ce qui m'a beaucoup plu dans le film, moi, c'est l'espèce de morgue incroyable, quoi, de ces mecs-là, quoi, le culot incroyable de ces mecs, quoi. Et notamment la scène de la confrontation avec entre Buscetta et celui qui est censé être son super bon pote, quoi. Voilà, et qui a l'air de rien, qui a l'air une tête de comptable, et qui en fait se révèle être une espèce d'ordure. Plus le film avance, moi je connaissais pas ce personnage-là du tout. Et plus le film avance, parce que moi je connaissais Totorina et je savais que Totorina c'était le gros méchant, quoi. Et l'acteur qui est utilisé pour interpréter, il a une tête de gros méchant, alors que l'autre au début du film, moi je l'ai pas vu venir, hein, franchement. Non, j'ai pas vu venir à quel point c'est le tonton sympa. Ah ouais, le tonton pas sympa du tout en fait, quoi. Voilà, et la scène de la confrontation, ça glace le sang. Voilà, justement, avec où il dit je te connais pas, puis en fin de compte Buscetta arrive à lui faire avouer qu'en fait ils se connaissent, parce qu'en fait au bout d'un moment le mec arrive pas à s'empêcher de se vanter, quoi, de dire ouais d'accord, ok, mais puisque c'est comme ça, nous on va te faire ta fête, enfin voilà, de faire des menaces voilées, des machins, des trucs, et ça c'est intéressant justement. Et tu vois, quand tu vois tous les autres qui refusent la confrontation, c'est parce qu'ils ont compris que le mec que Buscetta il est super fort en et ce qui est très intéressant, c'est ces plans qui reviennent plusieurs fois, on les voit à travers des écrans tout seuls dans leurs cellules, et là en fait on voit que ces hommes là seuls, en fait, ils valent rien, quoi. Et en fait, ils pètent les plombs, ils deviennent fous, et ils sont dépossédés de tout leur pouvoir, en fait. Et à partir du moment qu'ils n'ont plus le pouvoir, en fait, ils sont dans une forme de folie, mais ce mec qui se coule les lèvres, En plus, ces scènes où on les voit dans leur cage, dans leur prison, où il y a des écrans de télésurveillance, ils ne sont lisibles que via la photo initiale de la première séquence, un petit peu viscontienne ou simili-viscontienne, où on les voit, où ils font une belle photo. La photo de réunion des clans, quoi. Des clans, et tous bien sapés et tout machin. Et en fait, plus le film avance, plus tu te rends compte qu'en fait, ils vont s'encastrer chacun dans leur petite case de merde, et qu'au final, tout seul, comme tu le dis, Carla, ils ne seront finalement plus rien. Il y a un petit côté... toute proportion gardée, bien entendu, Lumetien, en fait, dans la recherche d'une architecture de mise en scène, en fait, où en fait Lumet joue beaucoup avec les décors. On va resserrer le décor autour du personnage pour montrer un petit peu son enfermement. Et ici, pareil, la logique est bien entendu, le but final est bien entendu tout autre, mais il y a un peu cette logique-là. Le film est parsemé de références qui sont assez... qui sont subtiles. À un moment, moi j'y vois à Miami, la séquence de Miami, j'y trouve qu'il y a un peu de La Nuit du Chasseur. Enfin, il y a des références esthétiques qui sont toujours fines, bien ciselées. Puis il y a, comme tu disais tout à l'heure, la toile d'araignée, mais vraiment, c'est une cartographie où tu te rends compte que ce réseau-là, il partait peut-être de Palerme, mais il s'est déployé comme la French Connection comme à l'époque, où c'était les Corses qui opérés à Marseille, puis qui sont partis un peu partout en France, qui ont récupéré les cafés à Paris, qui sont allés presque en Bretagne, qui sont partis aux USA, qui sont partis en Amérique du Sud, et quand ils sont pété la gueule au milieu des années 70, c'est les Siciliens qui ont récupéré le bébé, quoi. Ouais, c'est ça. Alors après, il y a un dernier truc,
Alors que j'ai bien aimé, mais qui aurait mérité d'être poussé un peu plus aussi, c'est tous ces comparatifs avec les animaux. Notamment, moi j'aime bien la séquence des rats. Ah ouais, j'ai adoré le moment, voilà. Et ça, j'ai adoré. Et là, je trouve ça, c'est très Bellocchio. C'est un peu comme dans Vincere, quand t'avais les espèces de mots guerre comme ça qui s'imprimaient avec Mussolini qui se réveillait, qui avait une espèce de vision. Et il aime bien cette espèce de côté presque cinéma muet en fait, tu vois, d'analogie visuelle, de trucs. Mais et ça, c'est vraiment la scène avec ces moniteurs dans la prison où c'est vraiment, en fait, c'est le mafieux dépossédé, enfin, qui reste attaché à son honneur et qu'on lui enlève son pouvoir et ça devient un hamster. En fait, une forme en fait presque vidée en fait. Une forme vide. Un masque, oui, parce que c'est un masque, la mafia quoi. C'est un masque de théâtre. Et quand on note le masque, il reste mais moi ça a beaucoup à voir avec le théâtral pour moi ce film-là. Mais par contre, enfin, je pense que si on veut pousser ou même pour comprendre le film, c'est mieux de voir les documentaires qui ont été faits par Arte qui étaient vraiment très très bien. Et pour le coup, très impressionnant. Ou de bouquiner un peu sur la question, parce qu'il y a eu pas mal d'ouvrages. On va devoir s'arrêter là malheureusement. Donc c'était le formidable nouveau film de Marco Bellocchio, donc Le Traître, actuellement dans les salles. Et donc moi je suis toujours enthousiasmé de voir que quand même les cinéastes italiens, quand ils veulent, arrivent toujours à produire le plus beau cinéma du monde. Bah oui, et puis que c'est pas parce qu'on a 79 ans Exactement, prenez des notes les jeunes. On va passer à toute autre chose, mais pour rester dans le rayon feel good, on va partir du côté de la cinéphilie et de l'Alsace et dire à quel point c'est joyeux avec tout de suite un petit extrait qui va nous mettre en jambes. Profil obsessionnel oblige, je croule sous des milliers de livres, de disques vinyles, de CD et de DVD. À tel point que j'ai colonisé au fur et à mesure les combles de la bâtisse. Passant de 100 mètres carrés à 20, il va m'être impossible de tout garder. Un bras de fer redoutable s'annonce entre mon attachement à nombre de ces supports et la raison qui me souffle insolemment que je me suis enterré sous ces films, ces musiques et ces pages, que j'en suis devenu le captif volontaire et consentant. Mon syndrome de Stockholm. Ce sont, au propre comme au figuré, des murailles, des fortifications, des pyramides à abattre. J'ai toutefois l'intime conviction que ce douloureux sacrifice est nécessaire. Je me rabâche que je ne me définis pas par ce que je possède, que mon identité n'est pas constituée par des rayonnages sur des étagères, qu'il faut lâcher du lest, s'alléger sévèrement pour remonter tant soit peu à la surface, à la lumière du jour, aussi terne me paraissent-elles. Ce désherbage imposé par les circonstances aura le mérite de dégager de tout ce fatras culturel ce qui me tient réellement à cœur, trancher dans le vif entre l'indispensable et le superflu, l'essentiel et le décoratif. Je sais que le processus sera laborieux et difficile. Heureusement, j'ai quelques mois devant moi. J'entreprends de procéder mètre cube par mètre cube. Effectuer un tri drastique, sans sentimentalisme, sans mauvaise foi. Revendre plus vite sur Internet, serait-ce à des prix ridicules ce qui peut l'être, afin de mettre un peu d'argent de côté pour le déménagement. Donner aux amis. À qui la musique baroque, à qui Marguerite Duras, à qui Cécile 2000. Léguer tous les livres que je ne lirai plus à la bibliothèque locale. Débarrasser, restreindre, diminuer, vider. Il me faut des cartons, de l'énergie, du discernement et du temps. Je m'y attelle. J'alterne déblaiement et film. Les bons jours, j'ai l'impression d'avancer. Les mauvais, je ne vois que ce qui reste à accomplir, l'aspect dantesque de l'entreprise. Sisyphe au pays du bretzel, j'ai l'impression d'écoper un puits de dérive. Vous êtes toujours dans En attendant Godard sur Syllab et donc c'était un joyeux extrait du film de Franck Beauvais. Donc ne croyez surtout pas que je hurle, qui a été excessivement mal distribué le mois dernier en France, parce que par exemple il n'est sorti que dans 2 salles à Paris, donc imaginez même pas le reste de la France. Imaginez son humeur. Oui, oh là là, le film n'est pas sorti. Je suis une merde. Et donc Franck Beauvais, c'est un réalisateur principalement de courts-métrages, mais qui était aussi un consultant musical pour, pareil, des gros fanfarons du cinéma contemporain, notamment Ursula Meyer et Pedro Rodriguez, donc vraiment des rois de la déconne. Et qui, en fait, est un mec qui était d'abord basé à Paris. Et traducteur de Sioran. Avec son compagnon au début des années 2010, donc il part habiter en Alsace, sauf que là, pas de bol, son mec le quitte, et donc du coup, déjà qu'il avait l'air pas supra joyeux, là ça l'a plongé encore plus dans la dépression, mais il a l'occasion de revenir habiter sur Paris en octobre 2016, et le film commence comme ça. Entre avril et octobre 2016, il a vu plus de 400 films.
ce qui est beaucoup, parfois jusqu'à 5 films par jour. Et donc, films, ça fait pas mal, de ces 400 films qu'il a vus, parce qu'évidemment, comme tout bon monomaniaque, il notait tout. Donc, il décide de faire un montage de ces films-là, et donc, qui est juste accompagné d'une voix off au ton monocorde et légèrement neurasthénique par moment, qu'on a entendu en pré-générique et dans cet extrait. Et donc qui prend du coup la forme d'un journal et d'une pensée intime, mais qui serait non pas filmé, mais monté sur les films des autres et sur son rapport à sa propre cinéphilie. Ce qui, moi, j'ai trouvé un film assez bouleversant, pas foncièrement funky, mais qui en plus, moi, m'a fait poser pas mal de questions, à la fois sur mon propre rapport au cinéma, à la cinéphilie, à la consommation que l'on peut avoir des œuvres culturelles, parce que donc c'est pas que les films, c'est aussi la musique, c'est aussi les livres, et qui moi me fait penser à ces questions. C'est qu'est-ce que tu gardes finalement dans tout ce fatras de choses que tu peux accumuler au cours des ans et au fil des années. Et j'ai trouvé le film assez hypnotique. Donc autour de cette table, Carlo et carrément Fleur, et vous l'avez vu, mon cher. Elle s'appelle Carlo maintenant. Oui. C'est un film. C'est parce que je suis fan de Bob l'éponge. Projet intimiste, donc projet bien entendu courageux de fait. Très intimiste. Mais surtout c'est un projet qui nécessite donc. C'est vrai que c'est pas un film qui respire la gaudriole, mais c'est un film qui nécessite du coup une force intérieure assez exceptionnelle. Donc bravo à Franck Beauvais. D'autant que le film est assez court, hein, il doit durer 1h15 avec le générique, mais voilà. Il y a quand même tu sens un travail de montage. Il se livre comme pas possible au travers d'un texte qui en plus, et c'est la grande force du film, ne reste pas qu'une espèce de journal intime ou une lettre film à sa propre personne, mais il se permet en fait des variations également sur l'état du monde, tout simplement. Ça peut partir de la question des réfugiés syriens, sur les violences policières, sur la neurasthénie politicienne. Donc voilà, le film en fait parcourt... C'est vrai qu'il est assez remonté quand même. Hein. Ah oui, il est pas content, ouais. Parcourt une trajectoire poétique intime et une trajectoire politique qui toutes deux en fait convergent vers une conclusion finale. Et bah tout ça sent pas bon. Oui, parce que de toute façon l'époque c'était la fin du règne de Hollande. Voilà, alors c'est Valls, ça dézingue Valls et tout Nuit ça. Debout, tout ça. Ouais. Et donc il parle beaucoup de Nuit debout, mais après voilà, au-delà de cet aspect, on va dire formel, on va dire général, le film c'est une grosse force de montage dans le sens où il se permet plein de choses théoriques entre la voix, entre sa voix et les films qu'il a regardés. Un peu littéral par moment. Ouais, mais ça a des correspondances, des fois il fait des analogies, des fois il fait des espèces de dysfonctionnements. C'est un travail qui, en 1h10, est, je réitère le terme, assez vertigineux. C'est un sacré blind test en tout cas. Hein. En tout cas, c'est un pur blind test. D'autant qu'il a quand même une cinéphilie extrêmement pointue. On voit et puis hyper varié. Des films tchèques des années 40, des trucs comme ça, des trucs de l'avant-garde soviétique. Mais t'as du film noir des années 40 américains. Film muet. C'est un film qui est très très beau, intimement courageux. Le texte est disponible en version écrite chez Capricci également, il me semble. Le texte est très beau en plus. Hein, mais le texte est très 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 beau. Mais alors, le texte, oui, est très beau. Par contre, en fait, c'est un film qui demande beaucoup de concentration, j'ai trouvé, parce que déjà, c'est un film qui a énormément de références, d'extraits. Est-ce qu'il les indique? Moi, je l'ai pas vu. Donc, oui, il les indique à la fin. À la fin, dans le générique. Pas pendant le défilement du film, comme. Mais à la fin, il y a tous les films qu'il a vus. Ça demande beaucoup de concentration dans le sens que le texte est tellement écrit qu'en fait, si tu décroches à un moment donné, c'est difficile de reprendre le fil en fait. Et à ce moment-là, les images prennent un peu le pas, ouais. Et en fait, j'ai trouvé que c'était aussi un film sur qu'est-ce que tu gardes ou pas, mais aussi qu'est-ce que, à un moment donné dans ta vie, les images peuvent t'apporter et comment est-ce qu'elles restent gravées dans ta mémoire aussi, et aussi dans ton disque dur. Et ça, j'ai trouvé dans ton Mind Palace. J'ai trouvé ça vraiment très beau. Ce parallèle-là, et du coup, comme tu disais, ce chemin de... Le pire, c'est que pour rebondir sur ce que tu disais, en effet, il nécessite de la concentration de par la qualité du texte et le bon mot employé, alors que les extraits de films pourraient inviter à la rêverie constamment. Mais alors que pas du tout, parce que en fait,
il nous propose un questionnement intime qui nous rappelle notre propre cinéphilie, voire notre propre militantisme. Sur la question de la névrose, de l'obsession. Voire nos propres obsessions, nos propres addictions également. Parce que... Obsession à la politique, à la consommation, parce que, le la manière film dont tu invite à la rêverie alors échelonnes. qu'il ne l'est pas. Et ça, c'est un espèce de grand écart qui est super bien maîtrisé. Il est très terrestre, il a vraiment les pieds dans la boue de l'Alsace. Quoi. Mais c'est hyper bien maîtrisé à ce niveau-là parce que finalement, tu bois ces paroles, tu bois les images qui sont en face de toi et t'ingurgites. Et tu hallucines des fois sur des éléments de montage. Il y a des moments où je trouve que le texte dessert les images ou en fait, trop bavard. Trop bavard, ouais. Beaucoup trop. Après, sur les images... Et c'est dommage parce qu'il y a des images... T'as envie de les voir se prolonger. Bon, du coup, c'est vrai que ça donne envie d'aller regarder cette liste de films pour retrouver les extraits. Mais ouais, trop bavard. Mais voilà, est-ce que c'est un film de partage de la cinéphilie ou justement c'est un film moi, un peu autiste sur la cinéphilie quoi. C'est un film. Alors déjà, vraiment, il raconte des choses vraiment très intimes, genre la mort de son père. Moi, ça m'a vraiment, ça m'a bouleversée et j'ai trouvé que c'était vraiment. Courageux de sa part de faire un film qui sera distribué et de pas l'avoir regardé pour lui, et on sent que c'est vraiment un film qui est intime, c'est vraiment j'ai vu ça vraiment comme un collage qu'on prend le temps dans lequel on prend le temps de découper soigneusement, de voir qu'est-ce qui fonctionne ensemble ou pas, et ça m'a vraiment très touchée, mais c'est pas un film que c'est difficile de rentrer dans le film. C'est pas un film de partage. Parce que la question c'est la question de la distance, c'est-à-dire qu'il y a l'air d'avoir une très forte proximité avec la personne qui fait le film. Mais j'imagine que le montage et le fait que les extraits soient très rapides. Le montage, c'est pas lui qui l'a fait. Voilà, t'es pas chez Tavernier, quoi, tu vois, avec cette espèce d'envie de transmettre le truc. Non, les extraits sont vraiment très succincts. Enfin, c'est vraiment très très court. C'est variable justement, ça dépend des extraits. Ouais. C'est plus ou moins... est sur on va illustrer les mots en fait. C'est pas l'inverse. C'est pas les mots qui vont illustrer les images, c'est plutôt l'inverse. Et dans le sens où il y a il me semble qu'il y a un dénominateur commun dans tous les extraits qu'il a montés, donc une cinéphilie extrêmement vaste, c'est que c'est toujours l'absence de tête. C'est soit la tête, elle est coupée. Alors je sais pas s'il y a eu un travail de recadrage, parce que voilà, il y a des certaines... J'ai pas l'impression, mais oui, c'est vrai que c'est plutôt des gros plans. On est soit beaucoup sur des gros plans, ou alors il y a des masques, ou alors c'est des persos de dos, du paysage. Mais la tête, à chaque fois, est toujours coupée ou masquée. Voilà, on va dire masquée avec des mains ou masquée avec une sorte de défiguration, quoi. Donc voilà, en fait, ou de affiguration. Oh oui. Voilà. Donc il y a un dénominateur commun qui. Il y a quelque chose qui a disparu, quoi. Voilà, il y a quelque chose qui fait sembler. En fait, ce qui a disparu, c'est quoi ? C'est son histoire avec son gars, quoi. J'imagine que c'est ça aussi, quoi. Il y a tout, tu peux tout mettre. Il y a plusieurs choses. C'est sur la perte, parce que s'il parle de la mort de son père, j'imagine. Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire se retrouver seul, en fait ? Qu'est-ce qu'on garde ? C'est aussi qu'est-ce qu'on garde. Qu'est-ce qu'on garde parce qu'on a perdu quelque chose d'autre ailleurs. Il y a la perte de son copain, de son père, de ses repères, de sa géographie, de sa politique, de tout. Parce qu'en fait, il est coincé dans ce bled où il n'y a pas de supermarché à 3 km à pied. C'est la vraie campagne, il a pas de permis de conduire. Enfin, c'est sa mère qui doit le conduire, tout ça. Donc vraiment, ouais. En fait, alors moi, en regardant le film, je me suis dit, les images servent à Franck Beauvais, mais Franck Beauvais ne sert pas le cinéma. En tout cas, j'ai trouvé que c'est pas un film sur... c'est un film sur qu'est-ce que c'est être cinéphile à un moment donné. À un moment donné, il parle de ça, mais c'est pas ça qui le pousse à parler de... Non, c'est la solitude. Enfin, c'est le côté cathartique, c'est qu'il a besoin de s'occuper à faire quelque chose, et que le montage, j'imagine... seul face à soi, et puis face au film, parce qu'il faut bien tuer le temps. Quand on met 5 par jour, effectivement, tu tues le temps. Hein. Mais c'est un projet qui est extrêmement courageux, ambitieux... Ouais. Et puis c'est une dimension assez boulimique de la cinéphilie qui est quand même particulière, et qui là du coup effectivement quand il parle de là tout à l'heure dans les extraits qu'on a entendus, là il parlait d'addiction, des trucs comme ça, mais c'est vrai que t'as un peu ce sentiment du mec qui, tu vois, comme les mecs qui boivent
quand ils sont tristes, quoi, tu vois. C'est ce sentiment que le mec regarde des films quand il est pas heureux, justement. Quand la vie le satisfait pas, la vie fictive devient un baume. C'est un refuge. C'est la figure du refuge. Comme pour beaucoup de cinéphiles, je pense. Je pense que la cinéphilie est pas mal un refuge, justement, c'est-à-dire que t'allumes les infos, tu regardes BFM pendant une demi-heure, t'as qu'une envie, c'est de te mater un film derrière. Enfin, à mon avis, quoi. Parce que dans la fiction, les gens ont des raisons de faire ce qu'ils font. Même quand ils n'ont pas de raison, ils ont des raisons parce que c'est écrit, c'est scénarisé. Alors que dans la vraie vie, les gens n'ont pas de raison de se conduire bien, mal, d'être odieux, d'être affreux. Et il y a une espèce de côté absurde en fait dans tout ça que j'imagine que le cinéma répare en fait en donnant du sens à des choses qui dans la vraie vie n'en ont pas en fait, à mon avis. Je suis tout à fait d'accord. Voilà. Donc voilà, on va devoir s'arrêter là malheureusement. C'était le film de Franck Beauvais. Ne croyez surtout pas que je hurle, que je pense vous pourrez pour la plupart rattraper quand il sortira, quand il y aura une édition DVD ou Blu-ray. On va passer au coup de cœur, Dr Erwan. Alors moi ce sera un film beaucoup plus jovial et sympathique puisque ça sera Tucker de Francis Ford Coppola que je n'avais jamais vu. Super bien. Qui était un Coppola que j'avais jamais vu. Voilà, avec un Jeff Bridges. Un grand film intime aussi. Ouais, et un grand film sur l'Amérique. C'est vraiment un film très Frank Capra sur l'Amérique, sur l'idéal américain dans toute sa splendeur, du héros à la James Stewart qui se heurte au capitalisme. Voilà, enfin c'est très bien, très joli film, très ironique et un très beau Jeff Bridges dedans. Carrément Floré. Alors moi, pour rebondir sur le trait, ça sera Vincere de Marco Bellocchio. Mon grand feel good movie. Un super feel good movie qui raconte en fait comment un pays est prêt à recevoir de manière quasi érotique l'horreur. Absolument magnifique précision. Pour compléter ce film, il y a un excellent article de 4-5 pages sur Cairn, la revue en ligne universitaire, d'une historienne dont j'ai oublié le nom, italienne, qui décrit le rapport compliqué qu'a eu le cinéma italien avec la figure mussolinienne et avec le fascisme. Donc très très intéressant. Sur 4-5 pages mais ça résume assez bien le truc, c'est super cool. Et puis un petit big up à Adèle Haenel aussi. Ouais. Voilà pour son intervention hier soir sur Mediapart. Maîtresse Carla. Alors moi ce serait un peu plus funky et c'est une musique qui s'appelle 2000 Degrees de Sally Ye. Et c'est mi-chinois, mi-anglais et du coup c'est hongkongais. Voilà, du coup c'est hongkongais. Et après c'est écouter le matin juste après le café pour bouger son beauty. Gal. Un feel good track quoi. Alors moi pour continuer sur les trucs feel good, c'est un petit film qui porte haut les valeurs de l'église, c'est Breaking the Wave. Oh là oui. Oula oui effectivement c'est bien funky celui-là aussi. Et ben moi pour le coup ce sera on sent que c'est l'hiver là quand même hein. Il va falloir ça va, moi tout va bien. Réellement funky mais c'est aussi sur la fin d'une très belle série, c'est The Deuce de David Simon et de George Pelecanos, ce qui est terminé depuis dimanche de la semaine dernière. Et c'était bien. Une conclusion évidemment merveilleuse et extrêmement touchante et voilà pendant 3 saisons suivre des personnages magnifiquement écrits et interprétés dans une mise en scène formidable. Donc voilà je vous encourage à la voir parce que de toute façon David Simon c'est toujours formidable et moi j'attends son prochain projet, une série sur les Pogs. C'est fini sur les Pogs. Pogs, motherfucker. C'est fini, 3 saisons et c'est fini. Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de choses un peu plus funky avec Dolemite notamment. D'ici là, portez-vous bien. Merci à Gal pour la technique. Merci messieurs, merci mademoiselle. Prochaine édition. Ah ciao, bonsoir. Salut.